sagesse du coach. Et je trouve que c'est un réel précis en fait de ton travail, de ton enseignement. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonsoir et très heureux d'être avec vous ce soir. C'est un moment non pas hystérique mais historique parce que effectivement ça vient un moment de mon histoire après 40 ans de travail, 30 ans plus particulièrement un peu plus de 30 ans de la formation CT, etc. Et c'est un petit livre qui m'a donné beaucoup de mal. C'est peut-être celui qui a été le plus dur à sortir. Je voudrais souhaiter la bienvenue à des CT, bien sûr, mais à des gens qui ne sont pas CT ou pas encore CT, enfin peut-être, qui sait. Bon. Et des amis, de la famille. Je veux présenter aussi mon garde du corps qui a bien voulu m'accompagner ce soir, ma compagne, Dominique. Voilà. Et puis quelques amis aussi rares et précieux, notamment nous avons un très grand astrophysicien ici, Jacques Collin, qui est pas loin du prix Nobel, et on est devenus très amis, et qui m'a fait l'amitié avec sa femme de me louer l'appartement dans lequel je suis actuellement. Donc, vous voyez, vous vous rendez compte les liens. Et puis, il y a également, si tu veux bien te lever, un personnage exceptionnel qui s'appelle Guy-Patrick Azémard, sans qui ce livre n'aurait pas connu le jour. Et pendant 12 ans, Guy-Patrick m'a poussé à le sortir, et non seulement il m'a poussé, mais il m'a tiré, et il a beaucoup coécrit, rewrité, corrigé, inspiré, etc. Donc vraiment, un grand merci. Je n'étais pas sûr qu'il puisse venir ce soir, c'est formidable. Alors, après ces quelques mots d'introduction, je ne savais pas trop comment faire une soirée, et j'ai voulu éviter que cette soirée soit le récit d'un ancien combattant, raconter les campagnes, des histoires, etc. Par contre, j'ai envie de vous proposer trois processus. Un premier processus qui va commencer dans quelques secondes, c'est vous poser une question et vous inviter à y répondre. Si on vous avait dit, il y a quelques semaines ou un mois ou un an, écrivez la sagesse du coach pour vous, qu'est-ce que vous auriez dit? Et qu'est-ce qui vous a, puisque vous êtes là ce soir, c'est pas tout à fait par hasard, et c'est probablement pas parce que quand votre maman ou votre papa, vous aviez 4 ou 5 ans, a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, vous n'avez probablement pas dit je vais être coach. Donc c'est certainement le résultat de toute une histoire d'étapes, de limites, d'épreuves aussi, hein. Parce qu'en général on vient à ce métier parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas que le monde qui ne va pas, il y a soi qui ne va pas surtout, hein, et qu'il y a des tas de choses à réparer, quoi. Donc qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à ce métier? Et donc l'idée c'est que vous choisissez un partenaire, ça peut être votre voisine ou votre voisin, mais pas forcément, et que pendant 2 fois 10 minutes, hein, il y en a A qui parle et B qui écoute, vous connaissez ça avec le Schutz, etc. Et se tait, et puis ensuite c'est B qui parle, et puis A écoute, et bien sûr c'est pas formel, hein, mais que vous entriez dans l'inaction et que finalement vous seriez l'auteur d'un livre que l'on fera ce soir, hein, La sagesse du coach collectif, oui, que vous êtes. Qu'est-ce qui, dans votre vie, a été l'occasion de questionnement, de difficultés, de passages, de ruptures, qui fait que le métier vous a intéressé, à la fois pour vous, dans votre propre développement, mais aussi dans l'accompagnement des personnes. Ça, c'est la première partie. Donc, vous pensiez ne pas travailler ce soir, c'est râpé. Le deuxième partie, ce sera peut-être alterné, c'est vraiment question-réponse, plutôt que de moi de vous faire un topo top-down et tout, non, plutôt de répondre à des questions. Hein, certains ont lu le livre, ou certains auraient aimé écrire le livre. Quelles sont les questions et vous les partages, qu'on pourrait avoir. Et puis la troisième partie, parce que quand même je vais parler un peu du livre et de ce que j'ai pu vivre, mais j'ai envie d'en parler d'une façon un peu particulière, c'est de dire en quoi les passages dans ma vie qui ont été des passages existentiels, enfin professionnels, personnels, familiaux, tout ça, managériaux, etc., mais souvent avec une dimension existentielle, parce que j'ai eu une vie un peu comme ceux qui font
de la voile et qui vire de bord à gauche, à droite, mais ils vont toujours à peu près dans le même sens. Alors on vire de bord, puis après on vire de bord à 180 degrés, mais le bateau il va quand même toujours dans le même sens, vous voyez. Et qu'est-ce qui a fait que dans ces passages, ces virements de bord, en quoi ces étapes-là ont été une préparation pour moi à ce métier, ou une occasion de capitaliser, disons, une expérience qui fait que mon métier, en tant qu'enseignant ou en tant que coach, je le vis d'une certaine façon. Donc, j'avais pensé 5 ou 6 grandes périodes, si vous voulez, transitionnelles, et je les évoquerai, mais pas pour raconter, pour vous dire, voilà ce que j'ai appris là, et voilà comment je le vis dans mon métier de coach. Alors, l'idée, maintenant, c'est à vous de travailler. C'est un grand principe. Le coach ne doit rien faire. Et donc, je vais l'appliquer. Il fait travailler ses interlocuteurs. Et donc, l'idée, choisissez une ou un bon partenaire, pas forcément votre voisin, mais quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler. Et pendant 10 minutes, c'est parti. Alors, c'est un peu déchirant de vous interrompre parce que j'imagine que vous auriez encore plein de choses à élaborer. Mais bon, c'est un peu le principe de cette soirée, c'est qu'il faut aussi qu'on partage. Et ce que je vais vous proposer pendant quelques minutes, là, c'est quelques témoignages ou quelques réactions. Voilà, qu'est-ce que vous avez découvert si vous aviez écrit le livre, qu'est-ce que vous auriez dit sur votre histoire, ou alors en position méta, est-ce que c'est facile ou c'est difficile, enfin voilà. On est à peu près une cinquantaine, on va peut-être pas faire 50 témoignages, mais au moins 4 ou 5 d'entre vous disent en 1 ou 2 minutes, voilà, qu'est-ce que je découvre à travers ça, pourquoi je suis là ce soir, pourquoi ce sujet, ce livre m'a interpellé, enfin voilà, c'est ouvert. Alors, vous dire un peu ma position, sachant qu'elle est très évolutive, ambiguë. Je viens par exemple pendant ces périodes de fête relire avec avidité plusieurs ouvrages d'Edgar Morin que je connaissais depuis bien sûr une trentaine d'années déjà, mais on n'a jamais fini de lire et de relire Edgar Morin, et je me retrouve dedans, enfin, la façon dont il parle de la complexité, des paradoxes, du rapport entre la philosophie et la science, hein, et le coaching se situe justement un peu entre les deux, etc. Avec cette idée aussi
de cette réflexion, cette position de méta que nous avons en permanence, de métacommunication, c'est-à-dire communiquer sur la communication. Hein, cette idée d'être en réflexivité permanente, ce qui est vraiment la posture du coach. Cette idée aussi d'accéder à l'intersubjectivité, d'être dedans, on ne peut pas en sortir, on est dedans, et en même temps, c'est une des rencontres qui était importante en 92 avec Dominique Genelot, qui a écrit « Manager dans la complexité », j'ai peut-être déjà évoqué ça pour certains d'entre vous. Je sortais mon livre « Les responsables porteurs de sens », et 3 mois avant, il venait de sortir son livre « Manager dans la complexité », c'était mon éditeur. Et on sympathisait, on avait passé déjà 1 an de réflexion ensemble, intense. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas appelé ça « Manager la complexité » ? Alors ça, c'était un premier rapport qui m'a énormément appris. Il m'a dit, mais tu n'as rien compris. La complexité, ce n'est pas un objet qui est devant toi. Tu ne traites pas la complexité comme quelque chose qui est objectif devant toi. Tu es toi-même la complexité. Tu es dedans, tu ne peux pas t'en extraire. La seule vision que tu peux avoir, c'est ce qu'on appelle la vision en abîme. Hein, tu es dedans et en même temps, tu essayes de t'en dégager, de prendre de... Et là, boum, ça fait 30 ans que je médite là-dessus, si vous voyez cette idée. Or, nous, en tant que coach, nous sommes la complexité et nous avons à traiter de la complexité. Et donc, nous sommes en permanence, ça c'est essentiel, j'ai essayé de l'évoquer un peu dans le livre à différents endroits, c'est-à-dire que nous sommes des mystagogues. C'est un terme que j'ai repris d'un moine du mont Athos, hein, c'est-à-dire des gens qui explorent, qui conduisent et qui se conduisent dans le mystère. Mystagogue. Gog, ça veut dire qui conduit à. Hein, pédagogue, andragogue, etc. Mystagogue. C'est-à-dire que nous sommes toujours sur une frontière particulière qui est celle du mystère de l'autre et de notre propre mystère. Vous voyez ? Alors, voilà, c'est intéressant, je veux dire, d'avoir cette... et ça oblige à une certaine humilité, et pas être trop dans la vanité, parce que justement, on est du côté de l'ineffable. Hein. C'est un peu... Moi, j'ai eu je l'évoquerai peut-être tout à l'heure, mais j'ai eu un parcours dans la spiritualité, dans la religion, mais surtout la spiritualité, avec les différentes courants spirituels que j'ai pu rencontrer. J'ai rencontré les Chartreux, j'ai vécu 2 ans avec des bénédictins, j'ai rencontré les jésuites, les dominicains, les carmes, etc. Et on retrouve, si vous voulez, la même dans l'Inde, parce que j'ai vécu près d'1 an auprès d'un maître hindou, et j'étais moi-même disciple, hein, je pensais devenir sannyasin. Donc ce qu'était l'Advaita, si vous voulez, l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire cette représentation du monde qui est justement hors de la dualité. Enfin, en tout cas, ce qui se vit hors de la dualité. Advaita, c'est-à-dire celui qui n'est pas dual, vous voyez, qui est un. Voilà, bon. Alors, comment vivre ça? Moi, j'étais entre la représentation judéo-chrétienne du paradigme judéo-chrétien, puis de l'autre côté, la philosophie de Shankara, etc. Alors, les deux définissent le divin de la même façon, par l'apophatisme, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, on ne peut définir Dieu que parce qu'il n'est pas. On ne peut pas dire ce qu'il est, mais on dit il n'est pas cela, il n'est pas cela. En sanskrit, on dit neti, neti, neti. Vous voyez ? C'est pareil. On est des mystagogues, nous sommes des coachs en face d'un mystère, celui de l'autre que nous accompagnons, et notre propre mystère. Et tout notre travail consiste en permanence à faire du surf là, sur cette vague de notre inconscient, de notre surconscient, etc., qu'on ne maîtrise pas. Et pourtant, on a accès à de l'information, on a accès à du vécu, on a accès à des prises de conscience, etc. Et on est en chemin là-dessus. Voyez ? Alors, voilà, pour premier point, je dis ça, je suis un peu perdu, il faut que je fasse attention parce que je me perds facilement, mais vous voyez, j'ai beaucoup, par exemple, dans les concepts CT, je travaille toujours sur cette idée fondamentale que nous sommes dans une construction identitaire. Voilà. Mais paradoxalement, cette construction identitaire commence par de la déconstruction. Hein, notre travail de CT, notez les CT 59, c'est de se DRCiser. Hein, DRCR. Déconstruire, sortir de nos systèmes de notre paradigme, de notre système de défense, de notre scénario, pour parler en analyse transactionnelle, de toute la construction de notre représentation de notre métier. Donc il faut déconstruire.
Sans ça, on n'est pas coach. On arrive avec notre expertise, notre connaissance pour l'autre, etc. Et c'est paradoxal, parce que cette connaissance et cette expérience, elle aide l'autre, hein, bien sûr. On a une expertise, on a fait un chemin, on a rencontré des crises, on a nettoyé ses lunettes, on a fait un travail sur soi, et on continue de faire un travail sur soi. Mais il faut déconstruire, et constamment se mettre à distance de ce qui se passe, c'est de se mettre en méta, en position. Et puis il faut réparer, hein, c'est de la réparation. Hein, vous avez évoqué la réparation à l'instant. Hein, on découvre en fait qu'on est tous des êtres blessés, que l'autre est un être blessé, et qu'il va falloir accueillir cette blessure. Est-ce qu'il faut la colmater? Eh bien non. Alors, deux petites histoires qui m'ont beaucoup marqué. J'ai fréquenté depuis 1986 le monastère de Haute-Combe à l'époque, qui s'est transformé en Ganagobi. Et à Ganagobi, j'ai rencontré le frère de Jacques Lacan, qui était Marc-François Lacan, qui est un bénédictin, jeune frère de Jacques Lacan, et qui est un grand exégète, philosophe, etc., qui avait fait des conférences à Normal Sup, etc. Enfin, donc vraiment un homme de science et en même temps un très grand sage. Et il avait fait une conférence à Normal Sup, qu'il m'avait partagé avec moi, sur la phrase de Lacan que j'ai citée je crois que je l'ai citée dans L'intelligence collective en action. Et cette phrase est merveilleuse pour nous coachs, parce que elle ouvre, je dirais, une perspective d'une synthèse en quelques mots magnifique sur notre identité. Et sur notamment cette notion de faille. Nous sommes des êtres blessés. Et là, ce que dit Lacan, la phrase que Marc-François, son frère, citant son propre frère, disait, la phrase de Lacan est la suivante. L'être naît de la faille que produit l'étang de se dire. Bon, en français, je traduis en français. Hein. L'être naît de la faille, c'est-à-dire de la blessure que nous avons, qui est en nous, hein, et que nous allons révéler par notre parole, hein, l'étang de se dire, c'est-à-dire celui qui est en train de devenir lui-même, hein, et qui se parle de lui-même. Eh bien, l'être naît de cette parole qui vient de cette faille, voilà, que l'on va accueillir. Alors c'est intéressant parce que nous sommes des êtres pleins de failles. Voyez, et un des aspects clés du travail que nous avons à faire comme coach, absolument central dans notre travail d'accompagnement, c'est d'aider les personnes à construire, déconstruire, accueillir, à faire du surf sur des vagues qu'on ne contrôle pas, mais sur cette vague qu'on ne contrôle pas, de notre inconscient, de notre vécu, de notre situation dans l'environnement, etc., trouver une certaine sécurité psychologique et finalement ontologique, c'est-à-dire pas simplement de notre psyché, mais aussi de notre être, trouver une certaine sécurité dans notre être. Or, le fond de notre être, c'est une faille. Vous voyez ? Ça, pour moi, c'est central dans ce que j'ai pu écrire dans les différents bouquins. Et c'est quelque chose que je vis en permanence, moi, dans mon métier de coach, quand j'exerce, dans le coaching individuel, ou dans l'accompagnement d'une équipe, ou dans la formation CT. C'est tout le travail de la formation CT, c'est d'habituer les acteurs, les participants, à accepter cette limite, cette finitude, cette dimension de ce que Morin a magnifiquement développé avec ce qu'il appelle la nature humaine. Hein, la nature humaine. Quand vous lisez Morin, il veut montrer que la nature humaine ne peut pas se définir avec une série de représentations des sciences qui sont malheureusement extrêmement réductrices. La plupart d'entre elles, c'est la sociologie, c'est la psychologie, c'est l'anthropologie, c'est la biologie, etc. Chacun élément va tenter de définir une facette de l'être humain, mais l'être humain est au-delà de tout ça. Or, nous sommes sur toutes ces frontières-là en tant que coach. On est entre la thérapie et le coaching, on est entre la formation et le conseil, on est sur ces frontières-là, et il faut naviguer sur cette complexité, dans cette complexité, sans pouvoir sortir de cette complexité. Et c'est ça qui fait pour moi la grandeur de ce métier. Je dirais même que le coaching, et les grands représentants des associations professionnelles me soutiendront, c'est que j'ai vraiment... on a tendance à dire actuellement que le coaching est en train de se dévaloriser, ça devient comme le fast-food, ça devient une commodity, etc. Oui, mais pas plus que le travail que nous avons à faire sur nous-mêmes et sur les relations que nous avons à gérer. Tout le monde devrait être coach, tout le monde est coach, on fait tous de la prose sans le savoir, on est tous coach sans le savoir. Mais on peut le professionnaliser, on peut le développer. Et ça, dans notre société actuelle,
qui vit, je rencontrais un grand médecin là, cet an dernier qui me disait ce qui se passe actuellement avec les gilets jaunes, etc., c'est une crise de notre société, etc., énorme. Je dis, ah bon, c'est quoi? Il me dit, alors qu'il n'est pas coach du tout, il n'est même pas sociologue, mais il me dit, le vertical et la pyramide, c'est fini, maintenant tout doit être horizontal. Je dis, bah, c'est bien, vous avez tout compris. On est à un carrefour entre, à la fin de la modernité, le choc tectonique d'une civilisation qui était celle du 19e et du 20e est en train de se prendre un râteau magnifique, hein, sur tous les plans, l'écologique, sur le plan politique, sur le plan des structures qui ont été mises en place pour contrôler tout, hein, avec, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, que ce soit sur le plan des systèmes, hein, organisationnels, ça pète dans tous les sens. Hein. Et on rencontre la post-modernité, c'est-à-dire une modernité, c'est-à-dire un rapport que l'être humain a à lui-même et avec les autres, qui ne peut plus être défini par la hiérarchie, qui ne peut plus être défini par une compétence qui vient de l'extérieur. Voyez ? Tous les organismes, on prend par exemple l'Église, hein, elle ne peut plus dire à tout le monde ce qu'il doit faire, etc. Elle doit... l'enseignement, c'est pareil. Hein, les écoles, ça explose. Hein, les facultés, ça explose. C'est-à-dire que nous sommes absolument condamnés, obligés de créer les conditions... de créer les conditions pour que la personne puisse accéder à sa parole. Voyez ? Et donc, notre métier est illimité. Les besoins sont illimités. Et du coup, les personnes qui auront fait ce chemin, qui auront accepté cette finitude et en même temps qui auront construit dans leur compagnonnage, dans leur travail sur eux-mêmes, etc., un certain nombre de prises de conscience, un certain nombre de repérages, vont être sollicités par tout le monde. Donc tous les coachs, allez-y, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Voyez ? Parce que je pense que nous vivons quelque chose qui est un carrefour entre la rétro-modernité, l'ethno-modernité, un humanisme qui devient complètement technologique, etc. On va devenir tous des hommes bions, etc. L'intelligence artificielle, etc. Donc on a à construire l'humain. Il est en train de se construire, et se reconstruire. Donc on déconstruit, on répare, on construit et on reconfigure. DRCR. Déconstruire, réparer, construire et reconfigurer. Et ça, c'est notre métier, en permanence. Et le problème, c'est qu'il faut faire les quatre en même temps. D'où la complexité, d'où le travail de formation des coachs qui suppose des processus complexes, des processus de compagnonnage, des processus qui comprennent une partie où on travaille sur soi, une certification également qui n'est pas faite par un sachant qui évalue une personne. C'est un travail où chacun va construire son cadre de référence et vérifier que son cadre de référence est validé par les autres, etc. Oui. Voilà, je crois que on a parlé de la complexité, on a parlé de la sagesse, on a parlé de la réparation, on a parlé de ce moment de prise de conscience que voilà, c'est ça qu'on est obligé de faire. Voyez, on est obligé de s'arrêter à un moment donné et de dire mais enfin qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi ? Qu'est-ce que je vais faire de ce boulot ? Qu'est-ce que je vais faire de l'organisation dans laquelle je suis ? Il faut donc trouver du sens. Alors voilà, une première affirmation. J'ai envie de vous partager trois expériences aussi que j'évoque à peine dans mon livre, parce que dans ce livre, ça a été... alors, ça, c'est Guy-Patrick Azémar qui est le coupable ici, parce que c'est lui qui m'a poussé au cul, là, il y a 12 ans. Il connaissait l'éditeur qui a fait cette collection sympa, la sagesse du photographe, la sagesse du médecin, etc. Et puis Guy-Patrick est venu me trouver en disant, mon éditeur, il aimerait bien que... Et moi, je pense que c'est toi qui devrais faire la sagesse du coach. Je dis, bon, ben, moi, je me sens pas sage du tout. Enfin, en tout cas, pas loin d'être... Mais actuellement non plus, hein, n'est-ce pas, ma chérie ? Bon, enfin, bon. Et il se trouve que j'avais, donc il y a 12 ans, oui, j'avais un ami éditeur qui avait lancé, il avait créé sa petite maison d'édition, il avait lancé cette collection. Sagesse d'un métier, donc il a commencé à publier sagesse du photographe, sagesse du potier, sagesse du médecin, sagesse de l'astrophysicien, sagesse de que sais-je, et on se disait avec lui qu'il fallait absolument un bouquin sagesse du coach, et que ce bouquin ne peut être écrit que par Vincent.
Mais il a mis donc 12 ans à accepter l'idée. Moi, je crois que, alors, il y a sans doute plusieurs raisons. Il y a à la fois le fait de tout à l'heure en parler du bon moment. Je crois qu'un vrai livre, il faut qu'il vienne au bon moment, mais sans doute c'était pas le bon moment avant celui où on l'a écrit vraiment. Et aussi, je crois, le fait que Vincent se faisait une idée un peu fausse de ce qu'était la sagesse dans le sens de la collection, c'est-à-dire la sagesse avec un grand S, la sagesse des grands, voilà, des grands spirituels, etc. Et je crois qu'il se refusait à ça. Et ça rejoint la vanité dont on parle, c'est tout à son honneur. Mais la sagesse, c'est pas dans ce livre, dans cette collection, c'est pas tout à fait ça. C'est la sagesse plus pragmatique et plus humaine finalement, qui est celle qu'on acquiert en l'exercice d'un métier quel qu'il soit. C'est-à-dire quand on pratique un métier, on touche à des choses universelles qu'on peut vouloir transmettre, et chaque métier est une expérience personnelle d'un chemin de connaissance de soi, des autres, du monde, et qu'on peut essayer de transmettre. Et il y a pas plus beau chemin que celui du coach dans ce chemin de connaissance. Et voilà, c'était juste pour préciser le sens qu'on donnait au mot sagesse dans ce livre. Et il m'a poussé. Et donc, ce que j'ai essayé d'évoquer dans ce livre, c'est, guidé par mon éditeur et avec l'aide de Guy Patrick, c'était, bon, d'abord, en gros, c'est quoi le coaching? En gros, quelle est votre histoire? Ensuite, quels sont les choix fondamentaux, notamment la pédagogie blanche? Bon. Ensuite, les clients. Ensuite, quelques expériences. Quelle est la profession de foi? Donc, 7 petits chapitres, et chacun des chapitres mériterait 300 pages. Vous voyez ça, alors, comment arriver à en faire 8 à 10 pages? Oui, 10 pages. Ouais. Alors, ce que je vais évoquer ce soir, c'est peut-être 6 ou 7 espaces transitionnels, c'est-à-dire des moments qui ont été, un peu comme je parlais du travail de bateau, hein, où on vire de bord, bon, et puis on va quand même dans une direction 20 ans, puis après à 180 degrés, on va faire autre chose. Il y a plusieurs étapes qui ont été vraiment très, très, très fondamentales pour moi. Et parmi ces étapes, certainement le théâtre a été une étape où j'ai bifurqué, si vous voulez. J'avais 27 ans. J'avais donc eu ce démarrage avec la préparation des grandes écoles, etc., où j'étais malheureux comme tout. J'avais réussi quand même à passer à travers les choses trappes des concours, et j'avais été reçu à HEC, etc. Mais une fois reçu, je ne voulais plus du tout rien faire. Je passais mon temps à la cinémathèque, etc. Et je me cherchais. J'étais très passionné par le cinéma. J'en parlerai d'ailleurs un instant. Et ayant fait quelques expériences, enfin, ayant fait du ciné-club, j'en parlerai tout à l'heure, ayant fait beaucoup de ciné-club, j'ai vu, je fais rassembler plus de 100 metteurs en scène, et j'ai dû voir, je crois bien avoir vu entre 5 et 10 000 films. Enfin, c'est vraiment considérable le nombre de films que j'ai pu voir. Mais surtout, à un moment donné, je faisais des anthologies, c'est-à-dire je voyais tous les films d'un cinéaste, et notamment il y avait des rétrospectives à la Cinémathèque. Mizoguchi, pendant un mois, je me tapais tout Mizoguchi, Lang, Kazan, Ford, et je notais, etc. Donc, ayant fait tout ce travail-là de ciné-club, j'ai pu commencer à faire du travail dans un cinéma industriel aux États-Unis, et mon service au cinéma des armées. J'étais réalisateur au cinéma des armées. J'ai fait 2 petits films, et quand même le film le plus important de l'année de l'armée, l'artillerie française. C'était quand même quelque chose, puisqu'on était en hélicoptère, on a filmé des fusées nucléaires, enfin bref. Et puis à un moment donné, je me dis, mais non, si je veux devenir metteur en scène, il faut que j'apprenne la direction d'acteur. Et il se trouve qu'il y avait un de mes camarades de promotion d'HEC avec qui j'avais travaillé, qui était le responsable d'une ligne de produits chez Gips, et qui m'a demandé un jour de faire un audiovisuel pour la crème à raser.
Donc on sympathise et on travaille pendant 2-3 mois comme ça. Et puis il me dit, tu sais, je vais quitter, moi je fais du théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Ah bon? Et je fais partie d'un cours. Et donc je suis allé dans ce cours, je lui ai dit, est-ce qu'il m'accepte dans ce cours? Il m'a dit, oui, je vais demander au prof, tu vas voir. J'y suis allé. Et là, ça a été 2 ans de révélation pour moi, mais incroyable. Alors qu'est-ce que j'ai appris là? Et en quoi ça m'a servi? Alors, c'est pas évident, peut-être, pour vous, de ce que je vais évoquer, parce que c'était sérendipiteux, hein, c'était une vraie sérendipité, c'est-à-dire que je suis allé, je ne savais pas ce que j'avais trouvé, j'ai trouvé autre chose que ce que je cherchais. Et notamment, j'ai trouvé une chose extraordinaire qui m'a marqué pour mon métier, c'est que mon prof, qui était un vrai maître, qui était un disciple de René Simon, nous obligeait à venir sur scène, chacun à notre tour, et il obligeait le cours, on était une trentaine, il disait quel est son emploi. Alors l'élève qui ont l'âge moyen, c'était jeune, c'était plutôt 25 ans. Moi j'étais un des plus âgés, vous vous rendez compte, j'étais un vieux de 27 ans. Les autres avaient 22, 23 ans. Et on devait dire quel est l'emploi de... Quel est son emploi? Quelle est la fable? Parce que si vous ne savez peut-être pas, mais chaque fable de La Fontaine a un emploi particulier. Et donc on doit apprendre à dire, tiens, toi ta fable c'est ça, toi ta fable c'est ça, etc. Donc on travaillait là-dessus. Quel est ton emploi? Quels sont, parmi les 150 rôles du répertoire, hein, il y a ça, dans le répertoire, il y a 150 rôles classiques, mon prof les connaissait parfaitement, et nous est-ce que c'est un emploi comique, un emploi tragique? Et puis si c'est ça, c'est quoi? C'est Scapin? Est-ce que c'est Oreste? Est-ce que c'est Auguste? Est-ce que c'est Andromaque? Est-ce que c'est Bérénice? Est-ce que c'est... etc. Donc on va trouver ça. Et donc on devait travailler sur quel est son emploi maintenant. Il a 25 ans, quel est l'emploi qu'il aura à 40 ans, à 50 ans? Et comment je vais diriger la carrière et lui donner les rôles qui vont lui permettre, c'est à 50 ans, il doit jouer donc Carlos ou bien Auguste, ou bien qu'est-ce qu'il doit travailler pour jouer ce rôle-là? Donc c'est extraordinaire. Pendant 2 ans, au moins une fois par semaine, on voyait des nouveaux qui arrivaient, des gens, et on regardait. C'est pas du coaching, ça, de voir le potentiel de la personne, voyez, et d'imaginer le potentiel de la personne et comment on allait pouvoir la conduire à ça. Ça a été extraordinaire. Et ça m'a servi, enfin ça me sert encore, parce que quand je vois les gens, quand je vous vois, je sais quel acteur vous pouvez jouer, quel rôle vous pourriez faire. Pas toujours, hein, mais très souvent. Je me rappelle récemment, c'est une Corinne Samama, tu connais Corinne Samama, qui est une HSI, c'était très brillante, qui a écrit des trucs. Et quand elle est venue en CT, je regardais, j'ai dit, toi, tu as fait du théâtre? Elle m'a dit, oui, j'ai travaillé. J'ai dit, Sylvia. Elle m'a dit, c'est pas vrai, Sylvia? Mais oui, Sylvia de Badine, bien sûr, de Musset. Vous voyez, c'était Sylvia. Et bien, avec ce personnage de Sylvia, vous avez toute un cadre de référence de la personne, de ses qualités, de ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut... Oui. Donc ça a été un entraînement tout à fait intéressant. Un autre entraînement très, très important, et que j'ai découvert là, c'est le rapport au personnage, la découverte du personnage, la fréquentation du personnage. Vous voyez? Alors, je vais faire une petite digression par rapport à Morin. Une des choses qui m'a le plus frappé, dans ce que j'avais jamais vu ça de chez Morin, je l'ai lu récemment dans La nature humaine, dans la méthode, c'est un parti de la méthode. Il dit, une des choses que l'on travaille dans la science et de ce que l'on travaille dans les... Il a écrit un petit bouquin qui est absolument un must pour vous, hein, pour nous les coachs, hein, c'est quels sont les 7 domaines que nous devons absolument apprendre pour être dans le 21e siècle. Bon. Et bon, dans ce livre-là, notamment, il évoque une grande différence entre ce qu'il appelle l'intelligibilité et la compréhension. Vous voyez ? Et quelle est la différence? L'intelligibilité, c'est ce que je reçois dans mon cadre de référence et qui va être compris dans mon cadre de référence. Quelqu'un m'explique quelque chose, j'ai été plus ou moins formé à ce dont parle la personne, donc ça va devenir intelligible. Mais ce dont on a besoin dans notre société, c'est pas d'intelligibilité, c'est de compréhension. Alors il mériterait de faire CT, Edgar Morin. C'est-à-dire d'être capable de se mettre à la place de l'autre, voyez, et de rentrer dans le cadre de référence de l'autre, pas le sien, le cadre de référence de l'autre. Voyez ? C'est ça, quand on fait le partage des représentations, quand on fait le travail de vision partagée, du team building, c'est ça.
Voyez, passer d'une causalité linéaire, A comprend B, à la causalité circulaire, A comprend B qui comprend A, et ensuite A comprend B qui comprend A, etc. Et on comprend quelque chose qui dépasse. Hein. On voit les deux cubes et on voit on voit la jeune de la vieille et on voit au-delà, dans une position méta. C'est ce travail-là que nous faisons dans notre formation de coach. Voyez, passer de la communication à la métacommunication et de passer de la métacommunication à la surcommunication. Alors souvent, on disait la surcommunication, c'est on répète le message. Non, c'est on passe à un autre niveau, on donne du sens. Vous voyez, je comprends ton cadre de référence, tu comprends le mien, et maintenant comment nous allons nous réunir dans une téléologique, une logique du téléos, une logique qui nous dépasse, dans une vision partagée. Vous voyez, eh bien tout notre travail de coach, c'est nous entraîner à la compréhension. Et le travail de modeling que nous faisons vis-à-vis des personnes que nous accompagnons, c'est de les comprendre, de vivre par notre capacité d'empathie, qui suppose tout le travail émotionnel, toute ouverture de l'intelligence émotionnelle, notre travail sur nous-mêmes, etc., sur notre inconscient, etc., c'est de pouvoir accueillir et faire que l'autre se sente compris. Et à partir du modeling, de faire que les gens qui incarnent le leadership ont justement développé pas simplement leur intelligence émotionnelle ou l'accueil de ce qui émerge de cette intelligence émotionnelle, mais leur capacité de relation et leur capacité d'empathie. Et qu'est-ce que le leadership, si ce n'est faire en sorte que les gens se sentent compris ?